Juste 3 minutes après le divorce, j'ai immédiatement ordonné le licenciement de la jeune sœur de mon ex-mari, lui coûtant un emploi qui rapportait 150 000 $ américains par an. Ma belle-mère m'a appelé 99 fois d'affilée, regrettant tellement qu'elle a failli devenir folle. La seconde exacte où j'ai eu le jugement de divorce en main, avant même d'avoir eu le temps de glisser ces documents judiciaires dans mon sac, mon téléphone a explosé. Il y avait 99 appels manqués. Je n'exagère pas. C'était exactement 99. La bulle de notification rouge sur l'écran me faisait mal aux yeux. Ils venaient tous de mon ex-belle-mère, Marie Durand, de 2h du matin à 8h du matin. Elle appelait exactement toutes les 10 minutes, plus fiable qu'un réveil. J'ai fixé cette suite de chiffres et les coins de ma bouche se sont lentement courbés en un sourire. Ils paniquaient. Ils paniquaient enfin. Il y a 3 mois, quand Marc Durand m'a jeté l'accord de divorce au visage, Marie était juste à côté de lui, applaudissant et jubilant. Elle a dit qu'une fois que j'aurais quitté leur famille, je mourrais de faim dans la rue. La sœur de Marc, Talia Durand, portant des talons de 10 cm et un rouge à lèvres rouge Dior 999 classique, me regardait de haut. Elle m'a dit que je n'étais qu'une modeste directrice des opérations gagnant 5 000 $ par mois et que sans son frère, je ne pourrais même pas payer mon loyer. Elle a demandé si je savais combien elle gagnait par an. Elle a dit que quelqu'un comme moi n'était même pas digne de lui attacher les chaussures. Je n'ai rien dit à ce moment-là. Ce n'était pas parce que j'étais lâche. J'attendais. J'attendais une opportunité de les faire ramper et supplier. Et cette opportunité est venue beaucoup plus vite que je ne l'avais jamais imaginé. 30 secondes après avoir reçu le jugement de divorce, la nouvelle du licenciement de Talia est tombée. À l'autre bout du fil, elle pleurait à chaudes larmes, sa voix tremblante comme si quelqu'un lui serrait la gorge. Elle a dit à sa mère qu'elle avait été licenciée. La compagnie a dit qu'elle n'avait pas atteint ses objectifs de performance et lui a dit de faire ses valises et de partir aujourd'hui. Pas d'indemnité de départ, rien du tout. La voix de Marie a explosé du récepteur du téléphone, assez forte pour couper le verre. Elle a crié, demandant comment l'entreprise pouvait oser virer quelqu'un avec un salaire de 150 000 $. J'ai tout entendu clairement de côté et j'ai failli éclater de rire. Personne d'autre ne savait comment Talia avait obtenu ce salaire à 6 chiffres, mais je le savais parfaitement. Falsifier des indicateurs de performance, exploiter les lacunes de remboursement de l'entreprise, voler le crédit de ses subordonnés, et tout signaler en ligne. Elle faisait ces choses impeccablement. À l'époque où je faisais des audits financiers pour son entreprise, j'avais remarqué les anomalies, mais à ce moment-là, je me souciais encore de mon mariage, alors je ne l'ai pas exposé. Maintenant, j'étais désolée, mais je n'étais plus une belle-fille de la famille Durand. Marie a raccroché le téléphone et s'est retournée pour me regarder, l'air de vouloir me dévorer vivante. Elle a pointé son doigt vers mon nez, son doigt frôlant presque mon visage. Elle m'a crié que j'étais un porte-malheur. Elle a dit qu'au moment où j'avais divorcé de son fils, sa fille avait été licenciée et a demandé qui d'autre que moi aurait pu leur porter la poisse. Elle m'a accusé de savoir que Talia allait être virée et d'avoir délibérément choisi ce jour pour finaliser le divorce juste pour ruiner leur famille. J'ai serré les papiers de divorce dans ma main, les bords rigides s'enfonçant dans ma paume et me faisant mal. Mais cette douleur m'a rendu exceptionnellement lucide. J'ai fait un pas en avant. Ma voix n'était pas forte, mais chaque mot s'enfonçait dans ses oreilles comme un clou. Je lui ai dit, Marie, ta fille a été licenciée parce qu'elle a falsifié ses indicateurs de performance et gonflé ses chiffres. Toute ta famille était au courant. Arrête de jouer l'innocente avec moi. De plus, c'est moi qui ai demandé le divorce parce que ton fils m'a trompé. Tu le savais aussi. Alors, d'où te vient le culot de me crier dessus ? Marie s'est étouffée avec mes mots, son visage est devenu violet, ses lèvres ont tremblé longtemps, mais elle n'a pas pu prononcer un seul mot. Marc se tenait sur le côté, les mains dans les poches, me regardant avec une expression conflictuelle. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, et a finalement dit la même vieille phrase éculée. Il m'a dit d'arrêter de me disputer avec sa mère parce que les gens nous regardaient et que c'était embarrassant. Je l'ai regardé et je l'ai soudain trouvé incroyablement pathétique. Nous étions mariés depuis 2 ans,
et chaque fois que sa mère et moi avions un conflit, il disait toujours d'arrêter de se disputer parce que c'était embarrassant. Il n'a jamais pris mon parti. Il n'a jamais parlé pour moi. Il ne m'a jamais aidé lorsque sa mère s'attendait à ce que je fasse toutes les tâches ménagères. Il ne m'a jamais défendu lorsque sa sœur se moquait de mon salaire. Il disait toujours d'arrêter de se disputer parce que c'était embarrassant. Je lui ai jeté un dernier regard profond, je suis montée dans ma Honda Civic et je suis partie sans me retourner. Derrière moi, j'entendais Marie crier hystériquement, me disant de ne pas m'enfuir, exigeant que je revienne, et criant que ce n'était pas fini. Je n'ai pas regardé en arrière. Au moment où le moteur a démarré, j'ai senti la lourde pierre qui m'avait écrasé la poitrine pendant 2 ans enfin se briser. Quand je suis rentrée à la maison, ma mère, Hélène Dubois, a vu que j'avais l'air contrariée et m'a rapidement versé un verre d'eau tiède. Elle a demandé ce qui n'allait pas et si les formalités au tribunal ne s'étaient pas déroulées sans heurts. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé devant le tribunal. Ma mère était tellement en colère qu'elle a frappé la main sur le comptoir de la cuisine. Elle a dit que cette famille était absolument sans vergogne. Elle a souligné que le licenciement de Talia n'avait rien à voir avec moi et était entièrement de sa faute. Elle a également demandé comment Marie avait eu l'audace de me crier dessus, notant que si Marie n'avait pas permis l'infidélité de son fils, nous n'aurions jamais été dans cette situation. Je me suis penchée sur l'épaule de ma mère et j'ai laissé échapper un soupir doux. Je lui ai dit que ça allait. Tout était fini et les affaires de leur famille n'avaient plus rien à voir avec moi. Ma mère m'a caressé les cheveux, les yeux remplis de chagrin. Elle a acquiescé et a dit que nous allions vivre une belle vie désormais. Cette nuit-là, ma mère et moi sommes restés éveillés tard à parler. Je lui ai raconté tous les abus émotionnels que j'avais subis dans la famille durant. Je ne lui avais jamais raconté ces choses auparavant parce que j'avais peur qu'elle s'inquiète, mais je n'avais plus besoin de les cacher. Je n'étais plus la Sophie qui devait ravaler sa fierté et souffrir en silence. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par la vibration de mon téléphone. La lumière du soleil frappait déjà mon oreiller. J'ai attrapé mon téléphone avec un grognement, et au moment où l'écran s'est allumé, j'étais complètement réveillée. 99 appels manqués, tous de Marie, de 2h du matin à 8h du matin, toutes les 10 minutes sans faute. Il y avait aussi 3 messages textes. Le premier est arrivé à 3h du matin. Il disait que je devais répondre immédiatement au téléphone et que je devais prendre la responsabilité du licenciement de Talia. Le second était à 5h du matin. Il demandait si je l'ignorais exprès et affirmait qu'elle savait que ma famille devait avoir des relations, sinon Talia n'aurait pas été soudainement virée. Elle exigeait de savoir qui était vraiment mon père. Le troisième était à 7h du matin. Le ton s'était visiblement adouci. Elle me suppliait de répondre au téléphone, disant que Talia avait pleuré toute la nuit et que si elle ne trouvait pas de travail, leur famille serait ruinée. Elle me suppliait de les aider et s'excusait pour tout ce qu'elle avait fait de mal dans le passé. J'ai regardé ce dernier message texte et j'ai laissé échapper un rire froid. Son attitude avait changé remarquablement vite. Hier encore, elle me pointait du doigt, me traitant de porte-malheur, et aujourd'hui elle suppliait. Ma mère est arrivée avec une tasse de café. Me voyant froncer les sourcils devant mon téléphone, elle s'est penchée pour regarder et a halté. Elle a dit que Marie devait être folle de rester éveillée toute la nuit juste pour m'appeler. J'ai tendu le téléphone à ma mère pour qu'elle lise les textes. Elle les a lus et a ricané. Elle a remarqué que Marie paniquait vraiment parce que le licenciement de Talia était un coup dur pour leurs finances et qu'elle essayait de m'utiliser comme porte de sortie. Ma mère m'a conseillé de ne pas répondre trop vite, de peur que Marie ne s'accroche à moi à nouveau. Cela avait du sens, mais ces appels incessants devenaient agaçants. J'y ai réfléchi et je l'ai rappelé. Cela n'a sonné qu'une fois avant que Marie ne décroche, sa voix semblant frénétique, comme si sa gorge était en feu. Elle a dit, j'ai enfin répondu au téléphone et a exigé de savoir quel genre de relation avait ma famille. Elle a demandé si j'avais parlé à la compagnie de Talia et si je leur avais dit de la virer. J'ai délibérément ralenti mon rythme de parole, j'ai pris une gorgée de mon café et j'ai parlé très tranquillement. Je lui ai dit que c'était une accusation intéressante. J'ai dit,
Si j'avais le pouvoir de faire licencier un employé gagnant 150 000 $ par an par une entreprise du Fortune 500, je n'aurais jamais toléré d'être traité comme une ordure dans sa maison pendant 2 ans. Marie a marqué une pause à l'autre bout du fil, sa voix baissant de quelques décibels, mais elle semblait toujours désespérée. Elle a dit que Talia était allée demander à ses managers aujourd'hui, et ils ont dit que c'était une décision du siège social liée à l'un de leurs partenaires corporatifs. Elle a demandé si ma famille connaissait des gens au siège social ou avait des liens avec la société partenaire. Elle a ensuite dit qu'elle savait qu'elle avait eu tort auparavant, s'est excusée de m'avoir crié dessus, et m'a demandé d'être la plus grande et de ne pas lui en vouloir. Elle m'a supplié de dire un mot en faveur de Talia si je connaissais quelqu'un juste pour qu'elle puisse retourner travailler. Mon cœur a fait un bond. Un partenaire corporatif, la société de mon oncle Robert était effectivement partenaire de la compagnie pour laquelle Talia travaillait. Mon oncle m'avait brièvement mentionné auparavant qu'un employé de l'une de leurs sociétés partenaires avait une attitude terrible et ne cessait de faire des erreurs lors de leur communication. Je n'y avais pas beaucoup réfléchi à l'époque, mais en y repensant maintenant, le licenciement de Talia pourrait bien avoir quelque chose à voir avec cela. Mais je ne pouvais absolument pas le dire à Marie, sinon elle s'accrocherait encore plus à moi. J'ai toussé et fait semblant d'être ignorante. J'ai demandé de quel partenaire elle parlait, disant que je ne me souvenais même pas du nom de la compagnie de Talia, encore moins de l'un de leurs partenaires. Je lui ai dit que le licenciement de Talia n'avait rien à voir avec moi, et qu'elle devrait laisser Talia trouver un nouveau travail elle-même. J'ai ajouté que quelqu'un gagnant 150 000 $ par an devait être très compétent, donc trouver un nouveau travail ne devrait pas être difficile. La voix de Marie s'est instantanément brisée en sanglots. Elle a pleuré que c'était incroyablement difficile. Elle a dit que Talia avait postulé à plus d'une douzaine d'entreprises aujourd'hui, et pas une seule n'avait répondu à son CV. Elle a dit que les chasseurs de tête qui la poursuivaient autrefois ne répondaient même plus à ses messages textes. Elle a insisté sur le fait que j'avais certainement un moyen d'aider et m'a supplié de le faire, promettant qu'elle ne se disputerait plus jamais avec moi et ferait tout ce que je lui demanderais. Ma mère écoutait à proximité et m'a fait des signes de la main, me murmurant de ne pas être d'accord. J'ai hoché la tête et j'ai parlé au téléphone. Je lui ai dit que ce n'était pas que je ne voulais pas l'aider, mais que je n'avais vraiment pas le pouvoir. J'ai dit que j'étais juste une directrice des opérations d'ordinaire qui ne connaissait que ses propres collègues et ne pouvait pas aider Talia. J'ai suggéré qu'elle cesse de perdre son temps avec moi et trouve autre chose. Marie est devenue frénétique, sa voix s'élevant. Elle a demandé comment je pouvais être aussi inutile. Elle a noté qu'hier j'avais menacé d'appeler la police pour elle et aujourd'hui je prétendais n'avoir aucun pouvoir. Elle m'a accusé de faire cela exprès. Elle a menacé que si je n'aidais pas Talia, elle viendrait à mon immeuble faire une scène pour que tous mes voisins sachent à quel point j'étais une personne ingrate. Elle a affirmé que si Marc ne m'avait pas épousée, je serais encore célibataire et mourrais seule. J'ai tout de suite compris. Puisque jouer la gentille ne marchait pas, Marie revenait à ses vieilles tactiques agressives. J'ai laissé échapper un rire froid. Je lui ai dit que si elle osait venir faire une scène à mon immeuble, je tiendrais parole et appellerais le 911 immédiatement. Quant à être ingrate, je lui ai rappelé que si Marc n'avait pas trompé, je n'aurais pas divorcé de lui. Je lui ai aussi dit que mon bien-être actuel n'était pas l'affaire de leur famille et qu'elle devrait arrêter de s'en soucier. Sans attendre sa réponse, j'ai raccroché et bloqué son numéro. Ma mère m'a tapoté l'épaule et a dit « Tu as bien fait ». Elle a dit qu'il ne servait à rien de raisonner avec quelqu'un comme ça parce que plus on s'engageait, plus il repousserait leurs limites. Je me suis penchée en arrière sur le canapé, j'ai pris mon téléphone et j'ai fait défiler l'écran. J'ai vu un message que mon oncle Robert m'avait envoyé hier, me demandant comment s'étaient passées les procédures de divorce et me disant de le prévenir si je rencontrais des problèmes. J'ai répondu que tout s'était bien passé, qu'il n'y avait pas de problème, et je l'ai remercié. Après y avoir réfléchi, j'ai décidé de ne pas mentionner le licenciement de Talia. Je ne voulais pas compter sur les relations de mon oncle pour résoudre cela. Je ne voulais pas non plus que Marie sache que j'avais un oncle comme lui, sinon cela ne ferait que causer plus de problèmes plus tard. Peu de temps après, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai cru que c'était un livreur Uber Eats, mais quand j'ai répondu, j'ai réalisé que c'était Marc.
Sa voix était excessivement douce et un peu pathétique. Il a demandé si j'avais manqué les appels de sa mère. Il a dit qu'elle était juste frénétique et m'a demandé de ne pas lui en vouloir. Puis il a demandé si je n'avais vraiment aucun moyen d'aider avec le licenciement de Talia. Il a dit qu'elle avait pleuré toute la nuit. Ses yeux étaient gonflés et ça lui brisait le cœur de la voir ainsi. J'ai pensé à la façon dont mon cœur s'était brisé quand j'avais pleuré toute la nuit après avoir découvert qu'il avait une liaison et qu'il n'avait jamais offert un seul mot de réconfort. Un froid glacial m'a envahi. Je lui ai demandé pourquoi son cœur ne s'était pas brisé pour moi quand il me trompait. Pourtant, maintenant que sa sœur était au chômage, il pensait soudain à me demander de l'aide. Je lui ai dit que nous étions divorcés. Les problèmes de sa famille n'avaient rien à voir avec moi et je lui ai dit d'arrêter de m'appeler. Marc s'est rapidement excusé et a dit qu'il avait perdu la tête à l'époque, mais qu'il le regrettait maintenant. Il a demandé si nous pouvions nous remettre ensemble. Il a promis que si nous nous remarions, nous pourrions aider Talia à trouver un emploi ensemble et il me laisserait prendre toutes les décisions à la maison. Je n'arrivais pas à croire mes oreilles. Il voulait en fait se réconcilier et voulait toujours que j'aide Talia à trouver un emploi. Je n'ai pas perdu mon temps à discuter. Je lui ai dit que se remettre ensemble était impossible. Je ne m'occuperai pas des problèmes de sa famille et je lui ai dit de ne plus m'appeler, le prévenant que je bloquerais ce numéro également. J'ai raccroché et bloqué le numéro inconnu. Ma mère m'a regardé de l'intérieur. Elle a dit que Marc ne comprenait toujours pas ce qu'il avait fait de mal et qu'il essayait toujours de compter sur moi. Elle a dit que c'était une bonne chose que je divorce de lui, sinon j'aurais souffert sans fin. J'ai hoché la tête, l'esprit complètement clair maintenant. Que ce soit Marie, Marc ou Talia, ils ne pensaient qu'à eux-mêmes et ne considéraient jamais mes sentiments. J'avais tant enduré dans ce mariage. Mais maintenant que j'étais divorcée, je ne les laisserais absolument plus s'immiscer dans ma vie. Quant au licenciement de Talia, même si cela était vraiment lié à mon oncle, c'était son propre problème d'avoir une attitude terrible et de bâcler son travail. Je n'avais aucune obligation de payer pour les erreurs de leur famille. À peine 2 heures après que j'ai bloqué le nouveau numéro de Marc, la sonnette a retenti. J'étais dans la cuisine à faire la vaisselle, mes mains couvertes de bulles de savon. Alors, j'ai rapidement essuyé mes mains et suis allée ouvrir la porte. Quand je l'ai ouverte, j'ai vu Marc debout dehors. Il tenait un sac d'épicerie en plastique avec 2 régimes de bananes et quelques pommes qui semblaient loin d'être fraîches. Il les avait probablement achetées à la station-service Bon Marché en bas de la rue. Quand il m'a vu, il a poussé le sac en avant avec un sourire flatteur. Il a dit qu'il était venu me voir et qu'il avait spécifiquement acheté les fruits que j'aimais. Je ne l'ai pas pris. Je me suis tenue de côté dans l'embrasure de la porte, l'empêchant d'entrer. Je lui ai dit d'aller droit au but parce que j'étais occupée. La main de Marc s'est figée maladroitement en l'air. Il a ri nerveusement, a posé les fruits sur l'étagère à chaussures près de la porte, s'est frotté les mains et a parlé. Il a dit qu'il savait qu'il avait eu tort auparavant, qu'il n'aurait pas dû tromper, et qu'il n'aurait pas dû se disputer avec moi. Il a dit que nous avions eu une excellente relation pendant nos 2 années ensemble, et que c'était dommage de divorcer pour une si petite affaire. Il a demandé si nous pouvions nous remettre ensemble. Une petite affaire. J'ai laissé échapper un rire froid, j'ai croisé les bras et je me suis appuyée contre l'encadrement de la porte, le fixant du regard. J'ai demandé si la tromperie était une petite affaire, et si utiliser notre compte courant commun pour acheter un sac de designer à 3000 $ à sa maîtresse était aussi une petite affaire. Je lui ai demandé s'il pensait que j'avais de l'amnésie ou si j'étais juste une mauviette, croyant que quelques mots doux pouvaient me reconquérir. Le visage de Marc est instantanément devenu rouge. Ses yeux ont esquivé alors qu'il affirmait que c'était la maîtresse qui avait exigé le sac et qu'il avait juste eu un moment de faiblesse. Il a juré qu'il avait complètement rompu avec elle et ne la contacterait plus jamais. Il m'a supplié de lui donner une autre chance, promettant qu'il écouterait tout ce que je disais et ne me mettrait plus jamais en colère. Écoutez tout ce que je disais. Je me suis souvenu quand il m'avait dit d'aller récurer les plaintes de sa mère et de faire toute sa lessive le week-end. Quand j'ai refusé, il a dit que sa mère n'avait qu'un seul fils et a demandé quel était le problème si je la contentais. Je me suis souvenu quand Talia s'était moquée de mon faible salaire et il avait dit que sa sœur gagnait 150 000 $ par an.
Alors, quel était le problème si elle se vantait un peu? Cela semblait encore plus ridicule maintenant. Je lui ai demandé pourquoi il ne m'avait pas écouté avant. Quand sa mère me faisait faire toutes les tâches ménagères, pourquoi ne m'avait-il pas défendu? Quand sa sœur me traitait d'inutile, pourquoi ne m'avait-il pas défendu? Maintenant, il prétendait qu'il m'écouterait, et il s'attendait à ce que je le croie. Marc n'avait rien à dire à cela. Il est resté là, stupéfait pendant longtemps avant d'élever soudain la voix, son ton passant aux reproches. Il a demandé pourquoi j'étais si insensible. Il a dit qu'il s'était déjà excusé et a demandé ce que je voulais de plus. Il a dit que c'était juste une petite tromperie et a demandé quel homme ne faisait pas d'erreur. Il a exigé de savoir pourquoi je ne pouvais pas lui pardonner une seule fois au lieu de prendre les choses à de tels extrêmes. Insensible. J'étais tellement en colère que mes mains tremblaient. Je me suis retournée, j'ai pris mon téléphone sur la table basse du salon et j'ai ouvert les captures d'écran que j'avais enregistrées. C'étaient les messages textes entre Marc et sa maîtresse. Ils étaient pleins de messages inappropriés ainsi que les reçus Venmo montrant qu'il lui avait envoyé de l'argent pour le sac de designer. Les dates et les montants étaient clairs comme de l'eau de roche. J'ai mis le téléphone juste devant le visage de Marc. Je lui ai dit de regarder par lui-même et lui ai demandé si c'était ce qu'il appelait une petite erreur. Il avait utilisé nos économies communes pour acheter un sac pour une autre femme et lui avait envoyé un message disant qu'être avec moi était juste un compromis. Je lui ai demandé si c'était aussi une petite erreur. Je lui ai dit qu'il avait beaucoup de culot de me traiter d'insensible sans réfléchir à la façon dont il m'avait traité. Marc a regardé l'écran du téléphone, le sang lui a quitté le visage. Il a tendu la main, essayant de me prendre le téléphone, demandant pourquoi j'avais encore ça et exigeant que je les supprime avant que quiconque ne les voie. J'ai rapidement retiré mon téléphone et fait un pas en arrière. Juste à ce moment-là, ma mère est sortie de la chambre en tenant une pile de linge fraîchement pliée. Voyant Marc, son expression s'est immédiatement assombrie. Elle a demandé à Marc pourquoi il était là, lui a dit qu'il n'était pas le bienvenu chez nous et lui a ordonné de partir. Marc s'est rapidement tourné vers ma mère, son ton suppliant. Il lui a dit qu'il était là pour me demander de le remarier, a admis qu'il avait tort et a promis de bien me traiter à partir de maintenant. Il lui a demandé de me persuader de le reprendre. Me persuader. Ma mère a laissé tomber le linge sur le canapé, s'est approchée de moi et s'est tenue protectrice devant moi. Elle a demandé si elle était censée me persuader de le remarier pour que je puisse être à nouveau maltraitée. Elle a demandé à Marc pourquoi il n'avait pas pensé à aujourd'hui quand il trompait. Elle a demandé pourquoi il n'avait pas pensé à quel point j'aurais le cœur brisé quand il utiliserait nos économies communes pour acheter un sac à sa maîtresse. Elle lui a dit que ce n'est pas parce que j'avais bon caractère que j'étais une mauviette. Elle lui a dit d'arrêter de gaspiller son souffle et de partir. Voyant que ma mère n'allait pas l'aider, Marc a paniqué et s'est tourné de nouveau vers moi. Il a dit que même si je ne le pardonnais pas, il voulait savoir si je pouvais au moins aider Talia avec sa situation professionnelle. Il a dit qu'elle avait perdu son salaire à 6 chiffres et qu'elle se retrouvait partout dans des impasses pour trouver du travail. Il a dit qu'elle pleurait à chaudes larmes et que si ma famille avait des relations, je devrais dire un mot pour qu'elle retrouve son ancien poste ou qu'elle trouve un nouveau travail. Il m'a littéralement supplié, aide sa sœur. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je lui ai demandé s'il avait oublié ce que sa sœur disait de moi. Je lui ai rappelé qu'elle disait que je gagnais $5 000 par mois, que je n'avais pas de relation, pas de compétences, et que je n'étais devenue manager que par chance. Elle disait que je n'étais pas assez bien pour lui et que je ne l'avais épousé que pour profiter de leur famille. Maintenant qu'elle était au chômage, elle avait soudainement besoin de mon aide. Où était cette attitude avant ? J'ai ouvert les mémos vocaux de mon téléphone et j'ai trouvé un enregistrement de la dernière fois que Talia était venue chez moi pour se moquer de moi. Je l'avais enregistré secrètement. J'ai appuyé sur lecture et monté le volume à fond pour que Marc puisse l'entendre clairement. Dans l'enregistrement, la voix de Talia était stridente et arrogante. Elle disait que je ne devais pas penser qu'elle ne savait pas que je ne visais son frère que parce que c'était un homme gentil dont je pouvais profiter. Elle se vantait de gagner $150 000 par an, bien plus que ce que je pourrais jamais gagner, et disait que son frère abaissait ses standards en m'épousant. Elle disait que les gens comme moi n'étaient rien sans leur famille.
Quand l'enregistrement a été terminé, le visage de Marc est devenu d'un pâle maladif. Il est resté figé dans l'embrasure de la porte, incertain de rester ou de partir. Ma mère a pris le sac de fruits de l'étagère à chaussures et le lui a rendu. Elle lui a dit de prendre ses affaires et que nous n'en voulions pas. Elle a dit à Marc que c'était la dernière fois qu'elle le disait. Nous étions divorcés et s'il venait à nouveau me harceler, nous appellerions le 911 et porterions plainte pour harcèlement. Marc est resté figé dans l'embrasure de la porte, tenant le sac de fruits pendant longtemps. Finalement, il m'a jeté un regard vicieux, a murmuré que je le regretterais, s'est retourné et est parti. Je l'ai regardé s'éloigner sans ressentir la moindre émotion. Regretter. Le plus grand regret de ma vie était d'avoir été assez aveugle pour l'épouser en premier lieu. Ma mère a fermé la porte et m'a tapoté l'épaule. Elle m'a dit de ne pas me mettre en colère parce que s'énerver pour quelqu'un comme lui n'en valait pas la peine. Elle a dit que j'avais bien fait de le remettre à sa place et de tuer complètement ses espoirs. J'ai hoché la tête, je me suis dirigée vers le canapé, je me suis assise et j'ai fait une autre sauvegarde de l'enregistrement audio. Pendant le dîner ce soir-là, ma mère a soudainement mentionné que nous devions changer les serrures de l'appartement. Elle a dit que Marc avait toujours nos clés, et même s'il n'avait pas forcé l'entrée aujourd'hui, rien ne garantissait qu'il ne s'introduirait pas plus tard. Elle a dit que ce serait une catastrophe s'il volait quelque chose ou saccageait l'endroit. J'ai donné raison à ma mère et j'ai hoché la tête immédiatement. J'ai dit que j'appellerais un serrurier demain pour les changer. J'ai également promis que s'il rappelait ou se présentait à notre porte, j'appellerais immédiatement le 911 et ne perdrais plus mon temps à lui parler. Ma mère a souri et a hoché la tête, disant que c'était la bonne attitude et qu'il fallait être ferme avec les gens comme ça. Elle m'a assuré qu'elle était là et ne le laisserait pas me harceler. En regardant ma mère, j'ai ressenti une chaleur dans mon cœur. Même si j'étais divorcée, avoir ma mère à mes côtés, me protégeant et me soutenant, signifiait que je n'avais peur de rien. Désormais, peu importe combien Marc ou sa famille me harcelaient, je les affronterais courageusement, me protégerais, ainsi que ma mère, et ne me laisserais plus jamais maltraiter. L'après-midi, après que nous ayons changé les serrures, j'étais à la maison en train de réviser une proposition de projet. Mon écran d'ordinateur était rempli de feuilles de calcul et de données. Alors que je venais de vérifier un chiffre crucial, la sonnette a commencé à sonner frénétiquement. Cela semblait extrêmement urgent. J'ai cru que c'était une livraison Uber Eats. Alors, j'ai rapidement enregistré mon fichier, je me suis levée et je suis allée ouvrir la porte. Quand je l'ai ouverte, j'ai figé. Devant la porte se tenait Talia. Elle avait l'air complètement différente de l'élite d'entreprises soignées, couverte de marques de créateurs, qu'elle était auparavant. Elle portait un sweat à capuche gris délavé. Ses cheveux étaient en bataille avec de la poussière sur les pointes, et ses yeux étaient rouges et gonflés comme si elle avait pleuré longtemps. Elle serrait quelques CV froissés dans ses mains, ses phalanges blanches à force de les serrer si fort. Avant même que je ne puisse parler, Talia a éclaté en sanglots et a tendu les bras pour me serrer dans ses bras. J'ai rapidement fait un pas en arrière, et elle m'a manqué, manquant de tomber. J'ai froncé les sourcils et lui ai demandé pourquoi elle était là et ce qu'elle voulait. Talia a essuyé ses larmes, sa voix tremblante de manière incontrôlable, et a tendu la main pour me saisir le bras, ses ongles s'enfonçant si fort qu'ils ont presque percé ma peau. Elle m'a supplié de l'aider. Elle a dit qu'elle cherchait un emploi depuis près de 2 semaines, qu'elle avait postulé à plus de 20 entreprises et n'avait même pas obtenu un seul entretien. Elle a dit que les chasseurs de tête qui lui faisaient autrefois la cour ne répondaient même plus à ses messages textes. Elle a dit qu'elle devenait folle et m'a supplié d'utiliser les relations de ma famille pour la faire entrer dans une bonne entreprise, même si le salaire ne payait que le salaire minimum. Elle a promis qu'elle ne serait plus difficile. J'ai repoussé sa main avec force, j'ai fait 2 pas en arrière et je me suis appuyée contre l'encadrement de la porte. En la voyant dans un état si pathétique, je n'ai ressenti absolument aucune sympathie. Ce n'était pas comme ça qu'elle agissait avant. J'ai laissé échapper un rire froid et lui ai demandé pourquoi je devrais l'aider. Je lui ai demandé si elle avait oublié ce qu'elle disait de moi. Talia a figé, ses yeux ont esquivé. Elle a bégayé, affirmant qu'elle avait oublié ce qu'elle avait dit dans le passé. Elle a dit qu'elle savait qu'elle avait tort, a admis qu'elle n'aurait pas dû se disputer avec moi,
et m'a demandé de ne pas lui en vouloir. Elle a affirmé que j'étais la seule à pouvoir l'aider maintenant. Oublié. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'enregistrement audio que j'avais sauvegardé de la dernière fois qu'elle était venue chez moi pour se moquer de moi. J'ai appuyé sur lecture et sa voix arrogante a immédiatement retenti. Dans l'enregistrement, elle me disait de ne pas faire la grande dame juste parce que j'étais manager. Elle disait que mon salaire de 5 000 $ par mois n'était même pas suffisant pour ses dépenses mensuelles. Elle disait que si son frère n'était pas un homme si gentil, je n'aurais jamais rien accompli, affirmant que je n'avais réussi qu'en profitant des hommes et que je n'avais aucune compétence réelle. Lorsque l'enregistrement a été terminé, toutes les couleurs ont quitté le visage de Talia. Elle a rapidement tendu la main pour saisir mon téléphone, demandant pourquoi j'avais encore ça et exigeant que je le supprime. Elle a affirmé qu'elle ne faisait que parler à l'époque et m'a dit de ne pas prendre cela au sérieux, juste parler. J'ai remis mon téléphone dans ma poche, j'ai fait un pas en avant, je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai dit que quand elle m'avait accusé de n'avoir aucune compétence et de profiter des hommes, elle n'avait pas l'air de juste parler. J'ai demandé ce qui était arrivé à son incroyable salaire de 150 000 $ et pourquoi elle ne pouvait même pas trouver un emploi maintenant. Je lui ai rappelé qu'elle me trouvait inutile. Pourtant, elle me suppliait. Talia est restée sans voix et les larmes ont recommencé à couler. Mais cette fois ce n'était pas de la tristesse. C'était de la panique. Elle a frappé du pied, a soudainement élevé la voix et est devenue agressive. Elle a exigé de savoir quel était le problème de demander de l'aide. Elle a dit que puisque ma famille avait des relations, lui trouver un emploi serait sans effort. Elle m'a accusé d'être mesquine et a demandé si je ne pouvais pas le faire par respect pour le fait qu'elle était mon ancienne belle-sœur. Respect. J'ai pensé à la tromperie de Marc et à la façon dont elle et sa mère l'avaient aidé à me harceler, ce qui rendait cela encore plus ridicule. Je lui ai demandé si elle avait oublié comment son frère m'avait traité. Il avait utilisé nos économies communes pour acheter un sac de designer à sa maîtresse. Pourtant, elle n'avait jamais essayé de le persuader d'arrêter par respect pour notre mariage. Quand sa mère me faisait faire toutes les tâches ménagères, elle ne m'avait jamais aidé par respect pour nos liens familiaux. Maintenant, elle voulait parler de respect. Il était trop tard. À ce moment-là, ma mère est sortie de la cuisine, tenant toujours les légumes qu'elle était en train de laver. En voyant Talia, son visage s'est immédiatement assombri. Elle a demandé à Talia pourquoi elle était là, lui a dit qu'elle n'était pas la bienvenue et lui a ordonné de partir. Talia s'est tournée vers ma mère, en pleurs, et a essayé de s'agenouiller pour la supplier. Ma mère a rapidement reculé pour que Talia ne puisse pas s'agenouiller devant elle, fronçant les sourcils. Ma mère a dit à Talia d'arrêter de faire une crise. Elle a demandé à Talia pourquoi elle n'avait pas pensé à aujourd'hui quand elle se moquait de moi. Elle a souligné à quel point il était embarrassant que Talia ne puisse pas trouver un emploi par ses propres mérites et qu'elle essayait de compter sur les autres. Voyant que ma mère n'allait pas non plus l'aider, Talia a complètement perdu le contrôle. Elle s'est soudainement précipitée dans le salon, a attrapé un verre sur la table basse et l'a brisé sur le sol. Avec un grand fracas, le verre s'est brisé partout, et de l'eau a éclaboussé. Elle m'a pointé du doigt et a crié que j'étais incroyablement mesquine. Elle a dit qu'elle ne m'avait insulté que quelques fois et a demandé comment je pouvais garder rancune aussi longtemps. Elle a hurlé que si je ne l'aidais pas, tant pis, mais elle viendrait chez moi tous les jours faire une scène pour que tous les voisins sachent à quel point j'étais une personne ingrate. Elle a menacé de ruiner ma vie. En regardant le verre brisé sur le sol, ma colère a éclaté instantanément. J'ai attrapé un balai dans le placard de l'entrée, je l'ai pointé vers la porte et j'ai dit à Talia d'arrêter de faire la folle. Je lui ai dit que si elle osait briser autre chose dans ma maison, j'appellerais le 911 et porterais plainte pour destruction de propriété. Je lui ai dit que si elle osait venir faire une scène tous les jours, j'appellerais le syndic et la police pour s'occuper d'elle. Je lui ai ordonné de partir immédiatement ou j'appelais la police tout de suite. Talia a été terrifiée par mon intensité. Elle est restée figée, regardant le verre brisé sur le sol, puis le balai dans ma main, les yeux remplis de peur. Elle a mordu sa lèvre, m'a jeté un dernier regard vicieux, a murmuré de « juste attendre », a ramassé ses CV par terre et est partie en courant, complètement désordonnée. Elle a claqué la porte si fort en sortant que les tableaux au mur ont tremblé.
J'ai fixé la porte fermée, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à balayer le verre brisé. Ma mère est venue m'aider, en soupirant. Elle a dit que cette famille était complètement désespérée, agissant avec arrogance et faisant des crises même en demandant de l'aide, ne montrant absolument aucune classe. J'ai acquiescé, en jetant le verre brisé à la poubelle et en époussetant mes mains. J'ai dit que c'était une bonne chose que j'ai coupé les ponts avec leur famille. Sinon, qui sait quel genre de cauchemar ma vie serait devenue. Ma mère m'a tapoté l'épaule et a parlé fermement. Elle a dit que s'ils revenaient, nous appellerions le 911 et ne perdrions pas de temps à leur parler. Elle a dit, nous ne cherchions pas les ennuis, mais nous n'en avions pas peur non plus, et s'ils osaient essayer de me harceler, nous les ferions payer. J'ai hoché la tête, me sentant complètement en paix dans mon cœur. 3 jours après avoir chassé Talia, je venais de rentrer du travail quand ma mère s'est précipitée vers moi avec son téléphone, l'air extrêmement contrarié. Elle m'a dit de regarder le groupe Facebook de notre communauté, disant que Marie y racontait des bêtises et traînait mon nom dans la boue. J'ai posé mon sac, pris le téléphone de ma mère et ouvert le groupe de l'association des propriétaires. Il y avait déjà des centaines de messages. Marie avait posté plusieurs longs mémos vocaux et quelques paragraphes de texte. En les lisant, mon sang a bouilli. Dans les mémos vocaux, elle pleurait et se plaignait aux voisins. Elle m'a traité d'ex-belle-fille cruelle, disant que juste après mon divorce avec son fils, mes actions avaient causé le licenciement de sa fille de son emploi à 150 000 $ par an. Elle m'a traité de porte-malheur, affirmant que toute personne associée à moi attirait la malchance. Elle a dit que je méprisais leur famille pour ne pas être riche et que je n'avais épousé son fils que pour les escroquer. Et maintenant que j'avais ce que je voulais, j'avais fait mes valises et j'étais partie. Elle m'a traité d'insensible. Les messages textes étaient encore pires. Elle affirmait que pendant nos 2 ans de mariage, je n'avais jamais fait aucune tâche ménagère et que j'attendais que son fils me serve à la main et aux pieds. Elle m'a accusé d'avoir secrètement transféré nos biens matrimoniaux communs. Et elle a même inventé une rumeur selon laquelle je n'avais été promu manager que parce que je couchais avec un cadre de l'entreprise. Sous ces publications, quelques-unes des 40 du quartier qui généralement papotaient avec Marie intervenaient. Elle commentait que je semblais si gentille mais que j'étais en réalité une intrigante manipulatrice. Mes mains tremblaient de colère. Ma mère tapait du pied de frustration, demandant comment Marie pouvait répandre de telles rumeurs malveillantes sans aucune preuve. Elle insistait sur le fait que nous devions aller la confronter et ne pas la laisser ruiner ma réputation. J'ai dit à ma mère de ne pas paniquer. J'ai pris une profonde inspiration, me forçant à rester calme. Je savais que me disputer avec elle dans le groupe Facebook ne fonctionnerait pas. Elle voulait juste que tout le monde assiste à un spectacle. Nous devions laisser les preuves parler d'elles-mêmes et la faire se gifler elle-même. J'ai sorti mon propre téléphone et j'ai d'abord pris des captures d'écran pour sauvegarder les mémos vocaux et les textes de Marie. Ensuite, j'ai fouillé dans les anciennes conversations. J'ai trouvé les messages de l'année dernière où Marie m'avait emprunté 3 000 $. À l'époque, elle avait dit que Marc avait besoin de 3 000 pour la réparation d'une voiture et avait demandé à l'emprunter, promettant de me rembourser le mois suivant. Elle ne l'avait toujours pas remboursé. J'ai également trouvé les captures d'écran de l'infidélité de Marc et mes relevés bancaires prouvant que j'avais utilisé mon propre salaire pour payer les factures d'eau et d'électricité de l'appartement et les frais de syndic. C'étaient des faits concrets. J'ai tagué Marie dans le groupe Achois et j'ai posté une capture d'écran de sa demande Venmo. J'ai écrit, « Marie, vous prétendez que j'ai escroqué l'argent de votre famille, mais qu'en est-il des 3 000 $ que vous m'avez empruntés l'année dernière et que vous n'avez toujours pas remboursés ? Ne devriez-vous pas les rendre en premier ? J'ai toujours l'historique complet de la conversation. Dois-je tout publier ? Ensuite, j'ai posté les enregistrements de paiement des services publics et des frais de syndic. J'ai écrit, vous prétendez que je n'ai pas fait les tâches ménagères pendant 2 ans et que j'attendais que Marc me serve. Eh bien, j'ai payé toutes ces factures et ces frais de syndic avec mon propre salaire. Le salaire de Marc est allé entièrement à lui-même ou à l'achat de sacs de designer pour sa maîtresse. Voulez-vous que je publie ces relevés bancaires ? Enfin, j'ai posté les captures d'écran des textes de Marc avec sa maîtresse, en masquant les informations personnelles de la maîtresse. J'ai écrit,
vous me traitez de porte-malheur et me blâmez pour le licenciement de Talia et mon divorce avec Marc, mais Marc a trompé en premier et j'ai demandé le divorce en second. Est-ce aussi ma malédiction? De plus, avez-vous des preuves que je couche avec un cadre de l'entreprise? Si vous diffusez des rumeurs sans preuve, je peux vous poursuivre en diffamation. En êtes-vous consciente? Au moment où ces messages ont été envoyés, le chat de groupe est resté silencieux. Les commères du quartier qui étaient d'accord avec Marie ont soudainement cessé de parler. Quelques minutes plus tard, une voisine nommée Madame Martin a posté dans le groupe. Elle a dit qu'elle était devant le palais de justice l'autre jour et qu'elle avait personnellement vu Marie me pointer du doigt et crier tandis que je restais parfaitement calme et ne lui rendais pas ses cris. Elle a ajouté que j'étais toujours très polie dans le quartier et que je disais toujours bonjour, notant que je ne semblais pas le genre de personne que Marie décrivait. Une autre voisine nommée Carole, avec qui j'avais déjà organisé une course d'épicerie communautaire, est intervenue. Elle a dit qu'elle se souvenait quand j'avais aidé à acheter des provisions pour sa famille pendant la pandémie et que j'étais très bienveillante. Elle a dit à Marie que si elle n'avait pas de preuves, elle devrait arrêter de répandre des rumeurs dans le groupe parce que cela faisait très mauvaise impression. Marie n'avait probablement jamais prévu que je produirais autant de preuves. Une demi-heure plus tard, elle a finalement répondu dans le groupe. Son ton était nettement plus doux. Elle a affirmé qu'elle était juste aveuglée par la colère un instant et qu'elle avait parlé sans réfléchir, me demandant de ne pas prendre cela à cœur. Elle a promis de rembourser les $3000 bientôt et m'a demandé de supprimer les captures d'écran de la conversation pour que les gens arrêtent de se moquer d'eux. Aveuglée par la colère, j'ai laissé échapper un rire froid et j'ai répondu dans le groupe. J'ai dit à Marie que répandre des rumeurs n'était pas quelque chose que l'on pouvait simplement balayer en disant qu'on avait parlé sans réfléchir. J'ai exigé qu'elle s'excuse publiquement auprès de moi dans le groupe et qu'elle clarifie que toutes les rumeurs qu'elle avait répandues étaient fausses. Je lui ai dit que si elle ne le faisait pas, je ne supprimerais pas les captures d'écran et je porterais les preuves directement au poste de police local pour déposer une plainte pour harcèlement. Les voisins du groupe ont rapidement été d'accord avec moi. Ils ont dit à Marie qu'elle devait absolument s'excuser et que répandre des rumeurs sans preuve était complètement inacceptable. Ils l'ont exhortée à s'excuser rapidement avant que les choses ne dégénèrent. Marie n'a pas eu le choix. Elle a posté un long mémo vocal dans le groupe. Sa voix était très douce et pleine de réticence. Elle s'est adressée aux voisins, s'est excusée et a admis que tout ce qu'elle avait dit sur moi était faux et une rumeur inventée. Elle a dit que j'étais une bonne personne, que le divorce était uniquement dû à l'infidélité de son fils et que cela n'avait rien à voir avec moi. Elle a également admis que le licenciement de Talia n'était pas de ma faute. Elle a dit qu'elle était confuse et m'avait accusée à tort, s'est excusée directement auprès de moi et a demandé mon pardon. Voyant qu'elle s'était excusée, j'ai décidé de ne pas prolonger la discussion. J'ai répondu dans le groupe que j'acceptais ses excuses, je lui ai dit de me rendre les $3000 dès que possible, et je lui ai demandé de ne plus jamais répandre de rumeurs. J'ai noté que nous étions tous des voisins qui se voyaient, il n'était donc pas nécessaire de rendre les choses si hostiles. Une fois le problème résolu, ma mère a poussé un soupir de soulagement. Elle m'a tapoté l'épaule et m'a félicité d'avoir été intelligente et d'avoir utilisé des preuves pour parler à ma place. Sinon, j'aurais vraiment été piégée. J'ai souri et j'ai dit à ma mère que la vérité parlait d'elle-même, mais que nous ne pouvions pas laisser les gens nous jeter de l'eau sale. J'ai expliqué que si Marie pensait que j'étais une cible facile, elle répandrait de nouveau des rumeurs. Je devais lui faire savoir cette fois que je n'étais pas quelqu'un avec qui on pouvait jouer. Cette nuit-là, j'ai organisé toutes les preuves des rumeurs de Marie et ses enregistrements d'excuses et les ai sauvegardés sur mon ordinateur. Même si cet incident de rumeurs était résolu, je savais que Marie et sa famille n'abandonneraient pas si facilement et chercheraient certainement d'autres moyens de causer des problèmes, mais ce n'était pas grave. J'avais de l'expérience maintenant. Tant qu'ils oseraient s'en prendre à moi, je laisserais les preuves parler et les ferais s'étouffer avec leurs propres mots à chaque fois. Mercredi matin, j'étais dans une salle de conférence de mon entreprise, en train de passer en revue une proposition de projet avec mon équipe. J'avais un stylo à la main, encerclant les points clés dans mon carnet. Soudain, j'ai vu Emma des RH se précipiter, l'air paniqué. Elle s'est penchée à mon oreille et a chuchoté qu'il y avait une femme qui faisait une scène en bas, prétendant être mon ex-belle-mère, tenant une pancarte et exigeant de me voir.
Elle a dit que beaucoup de collègues se rassemblaient pour regarder. Mon stylo s'est arrêté de bouger et mon cœur a sombré. Je n'ai même pas eu besoin de réfléchir pour savoir que c'était définitivement Marie. J'ai dit à mon équipe de me donner un instant pendant que j'allais m'occuper de quelque chose. J'ai pris mon téléphone et je me suis précipitée en bas. Plus je m'approchais des portes du hall, plus j'entendais la voix forte de Marie mêlée au commérage de mes collègues. C'était le chaos complet. Dès que je suis entrée dans le hall, j'ai repéré Marie. Elle portait un vieux manteau délavé et jauni. Ses cheveux étaient en bataille, et elle tenait un morceau de carton. Écrit au marqueur noir de travers, on pouvait lire « Sophie Dubois, arnaqueuse matrimoniale, porte-malheur toxique, rend justice à mon fils ». Il y avait plus d'une douzaine de collègues autour. Certains prenaient des photos avec leur téléphone. Certains chuchotaient entre eux. Et quelques collègues plus âgés fronçaient les sourcils, estimant clairement qu'elle était complètement déraisonnable. Quand Marie m'a vue, ses yeux se sont illuminés. Elle a poussé les collègues qui regardaient et s'est jetée sur moi, tendant la main pour m'attraper. Elle a crié que j'étais enfin apparue, m'a traité d'arnaqueuse qui avait trompé les sentiments de son fils et volé l'argent de leur famille, et m'a blâmé pour le licenciement de sa fille. Elle a exigé que je lui donne une explication tout de suite. J'ai rapidement fait un pas en arrière, esquivant sa main. À ce moment précis, 2 gardes de sécurité de l'entreprise se sont précipités et ont intercepté Marie, la séparant de moi. Le garde de sécurité Kevin a parlé à Marie, lui disant que c'était un immeuble de bureau d'entreprise. Elle ne pouvait pas causer de trouble ici, et elle devait partir immédiatement ou ils appelleraient le 911. Marie a crié, demandant s'ils pensaient qu'elle avait peur de la police. Elle a lutté contre les gardes, essayant de les repousser, et a hurlé aux collègues qui l'entouraient. Elle a dit à tout le monde de regarder attentivement, affirmant qu'en surface j'étais une manager, mais derrière leur dos j'étais une arnaqueuse. Elle a dit que nous étions mariés depuis 2 ans. J'ai refusé d'avoir des enfants ou de faire des tâches ménagères et j'ai secrètement transféré tous leurs actifs. Elle a crié que maintenant j'avais divorcé de son fils et que j'avais fait perdre à sa fille son emploi à 150 000 $ par an. Elle a demandé à la foule si elle me trouvait diabolique. Quelques nouveaux collègues qui ne connaissaient pas la vérité ont entendu Marie dire cela et des doutes ont traversé leur visage. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai marché au milieu de la foule, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert les preuves que j'avais sauvegardées plus tôt. D'abord, les messages textes de Marc trompants, avec les informations de la maîtresse floutées. J'ai tenu mon téléphone pour que tout le monde le voie. J'ai dit à mes collègues que j'avais divorcé de Marc parce qu'il m'avait trompé. Je leur ai montré ces textes avec l'autre femme et les enregistrements Venmo de lui utilisant nos économies communes pour lui acheter un sac de designer à 3 000 $. J'ai demandé à tout le monde de regarder et de juger par eux-mêmes qui escroquait qui. Ensuite, j'ai ouvert les captures d'écran du groupe Facebook de l'association des propriétaires, j'ai trouvé le texte où Marie avait précédemment répandu des rumeurs, et j'ai diffusé l'audio de ses excuses ultérieures. La voix en pleurs de Marie répandant les rumeurs suivies de ses excuses réticentes ont résonné clairement dans le hall. J'ai dit à tout le monde d'écouter l'audio de mon ancienne belle-mère répandant des rumeurs dans mon groupe de quartier, affirmant que j'étais une porte-malheur et une arnaqueuse, pour être forcée de s'excuser quand j'ai présenté les preuves. J'ai expliqué qu'elle était venue à mon bureau pour faire une scène simplement parce que ses mensonges précédents n'avaient pas fonctionné et qu'elle essayait de faire une autre crise ici. Les collègues ont immédiatement compris ce qui se passait, et le ton de leur murmure a complètement changé. Ils ont murmuré que mon ex-belle-mère était complètement déraisonnable, que j'avais toujours été une travailleuse acharnée et que je ne pouvais absolument pas être une arnaqueuse, et que venir à mon bureau pour faire une scène alors que son fils était le tricheur allait beaucoup trop loin. En entendant les commentaires des collègues, le visage de Marie est devenu rouge et blanc. Elle a lutté encore plus fort contre les gardes, criant que je mentais, que les preuves étaient fausses et que je voulais juste ruiner la réputation de leur famille. Faux. J'ai laissé échapper un rire froid, j'ai affiché le clavier de mon téléphone et je me suis préparée à composer le 911. Je lui ai dit que puisqu'elle affirmait que j'avais falsifié les preuves, nous devrions laisser la police décider. Nous pourrions les faire vérifier si les messages textes et les enregistrements Venmo étaient falsifiés et aussi les faire s'occuper de ces troubles devant un bureau d'entreprise.
Voyant que j'étais sur le point d'appeler la police, Marie a paniqué. Elle a cessé de lutter si fort et a marmonné obstinément de ne pas appeler la police, affirmant qu'il n'était pas nécessaire de les déranger pour une petite affaire et qu'elle voulait juste me parler. Elle m'a dit de ne pas réagir de manière excessive, juste parler. J'ai tenu mon téléphone, mon doigt planant sur le bouton d'appel et je l'ai fixé. J'ai souligné qu'elle tenait une pancarte devant mon bureau, me traitant d'arnaqueuse matrimoniale et pleurant devant mes collègues, et j'ai demandé si elle pensait vraiment que c'était juste parler. Je lui ai dit que si elle voulait vraiment parler, elle ne serait pas venue à mon bureau pour faire une scène, mais m'aurait contacté en privé. Je lui ai dit que maintenant qu'elle avait fait une scène devant toute l'entreprise, il était trop tard pour juste parler. À ce moment précis, le son des sirènes de police a retenti au loin. Il s'est avéré qu'Emma des RH avait remarqué que les choses s'intensifiaient et avait secrètement appelé le 911 pour moi. En entendant les sirènes, le visage de Marie est devenu complètement pâle. Elle a complètement cessé de résister, chuchotant aux agents de sécurité qu'elle allait arrêter et partir, les suppliant de ne pas laisser la police l'arrêter. Bientôt, 2 policiers sont entrés dans le hall. Ils ont d'abord demandé à Marie et à moi ce qui s'était passé, puis ont interrogé les collègues et les agents de sécurité pour comprendre la situation. Finalement, ils ont regardé Marie sévèrement. Ils lui ont dit que, selon les lois locales, insulter publiquement quelqu'un et troubler la paix dans un immeuble de bureau était un délit mineur. Ils lui ont délivré un avertissement officiel, déclarant que si elle osait refaire quelque chose de similaire, il la verbaliserait, ce qui pourrait inclure une lourde amende et une peine de prison. Marie était si effrayée qu'elle a hoché la tête vigoureusement, répétant qu'elle comprenait qu'elle ne le ferait plus jamais et qu'elle partait tout de suite et ne reviendrait plus. Après avoir parlé, elle a rapidement laissé tomber sa pancarte en carton, a baissé la tête sous le regard de mes collègues, et s'est glissée hors du hall. Elle n'a même pas pensé à ramasser la pancarte qu'elle avait laissée tomber. Les policiers m'ont donné quelques instructions supplémentaires, me disant d'appeler le 911 immédiatement si je rencontrais à nouveau une situation similaire. Et puis ils sont partis. Mes collègues se sont rassemblés autour de moi, me réconfortant. Ils ont demandé si j'allais bien, ont dit que tout cela était choquant, et ont convenu que mon ex-belle-mère était allée trop loin. Ils ont promis que si elle revenait un jour, ils m'aideraient à la bloquer. Le directeur Guillaume des RH est également venu, m'a tapoté l'épaule et a souri. Il m'a dit que j'avais géré la situation très calmement et de manière décisive aujourd'hui, et que cela n'avait pas perturbé le fonctionnement normal de l'entreprise. Il a dit: j'ai fait un excellent travail et s'il y avait d'autres problèmes, je devrais simplement en informer l'entreprise et il me soutiendrait. J'ai remercié avec gratitude mes collègues et le directeur Guillaume, ressentant une chaleur dans ma poitrine. J'avais craint que certains collègues ne croient les rumeurs de Marie, mais je ne m'attendais pas à ce que tout le monde soit si compréhensif et désireux de me soutenir. J'ai ramassé la pancarte par terre, l'ai jetée à la poubelle, j'ai pris une profonde inspiration et je me suis adressée à mes collègues. Je me suis excusée pour le spectacle et j'ai suggéré que nous retournions à la salle de conférence pour continuer à examiner la proposition afin de ne pas retarder notre travail. De retour dans la salle de conférence, les membres de mon équipe me regardaient avec moins d'inquiétude et plus d'admiration. J'ai rassemblé mes pensées, j'ai pris la proposition de projet et j'ai continué à en discuter avec tout le monde. Bien que la scène de Marie ait un peu perturbé ma matinée, cela m'a encore plus clairement montré que tant que je restais ferme et que je présentais les preuves, je n'avais rien à craindre des personnes qui faisaient des crises de colère et répandaient des mensonges. Vendredi après le travail, alors que je sortais de l'immeuble de bureau, une silhouette familière m'a barré la route. C'était Talia. Elle portait une veste en jean noir mal ajustée aux poignets effilochés. Elle serrait quelques CV froissés dans ses mains, et il y avait de la boue sur ses chaussures. On aurait dit qu'elle avait couru partout en ville à la recherche d'un emploi. Avant même que je ne puisse dire quoi que ce soit, elle s'est rapidement approchée et a tendu la main comme pour me saisir le bras, mais s'est arrêtée à mi-chemin, craignant que je ne l'esquive. Sa voix avait un ton suppliant alors qu'elle disait qu'elle m'attendait depuis longtemps et me demandait si nous pouvions parler quelques minutes, promettant que cela ne prendrait pas beaucoup de mon temps. J'ai cessé de marcher, j'ai fait un demi-pas en arrière pour garder mes distances et je lui ai dit de dire ce qu'elle avait à dire parce que je devais rentrer chez moi. Talia a baissé les yeux, tripotant le bord de son CV avec ses doigts. Elle a parlé doucement,
admettant qu'elle n'aurait pas dû faire une scène chez moi auparavant et qu'elle n'aurait pas dû se moquer de moi. Elle a dit qu'elle savait qu'elle avait tort. Elle a expliqué qu'elle cherchait un emploi depuis près de 2 semaines et n'en avait toujours pas trouvé, et qu'elle n'obtenait même pas d'entretien. Elle a dit qu'elle était complètement à court d'options, c'est pourquoi elle m'attendait ici. Elle m'a supplié, disant que si ma famille avait vraiment des relations, de l'aider s'il vous plaît à trouver un emploi. Elle a dit que peu importait le poste, tant que le salaire était suffisant pour vivre et a promis qu'elle ne serait plus jamais difficile. En la voyant dans cet état pathétique et en me souvenant à quel point elle était arrogante lorsqu'elle se moquait de moi en portant des vêtements de marque, je n'ai ressenti absolument aucune sympathie. Au contraire, j'ai trouvé cela un peu ironique. Je lui ai demandé si elle se souvenait avoir dit que je n'avais aucune compétence réelle et que je n'avais réussi qu'en profitant des hommes. Je lui ai demandé comment quelqu'un avec son incroyable salaire de 150 000 $ et ses capacités incroyables ne pouvait pas trouver un emploi. Le visage de Talia est immédiatement devenu rouge et les larmes lui sont montées aux yeux. Elle a dit qu'elle était aveugle à l'époque et n'aurait pas dû dire ces choses. Elle a ensuite bégayé, admettant que la moitié de son salaire à 6 chiffres provenait de l'exploitation de failles corporatives pour des commissions et qu'elle n'avait pas réellement les compétences pour le justifier. Elle a dit que maintenant que les entreprises réduisaient leurs effectifs, les personnes comme elle, sans véritable talent, étaient les premières à partir. Elle a expliqué que les entreprises auxquelles elle avait postulé voyaient des signaux d'alarme dans son parcours professionnel ou avaient entendu parler de sa mauvaise réputation, donc personne ne voulait l'embaucher. Elle a pleuré qu'elle ne pouvait vraiment plus tenir et qu'elle ne pouvait même plus payer son loyer. Je n'ai pas répondu. J'ai sorti mon téléphone de mon sac et j'ai secrètement appuyé sur le bouton d'enregistrement. J'avais assez souffert des mains de leur famille, je devais donc être prudente maintenant. Voyant mon silence, Talia a pensé que je m'adoucissais et a rapidement continué. Elle m'a supplié d'avoir pitié d'elle et de l'aider juste cette fois-ci. Elle a révélé que leur famille était dans une situation terrible en ce moment. Elle a dit que les investissements de son frère avaient échoué et qu'il avait emprunté 30 000 $ à des usuriers et maintenant, avec les intérêts, cela faisait plus de 35 000 $. Les agents de recouvrement venaient chez eux tous les jours. Sa mère avait trop peur de quitter la maison et son frère se cachait et avait trop peur de rentrer chez lui. Elle a dit que si elle ne trouvait pas de travail bientôt, leur famille serait complètement ruinée. 30 000 $ de prêt à un bookmaker. J'ai délibérément fait semblant d'être surprise. Je lui ai demandé pourquoi ils étaient endettés alors qu'ils étaient censés être si riches, notant que sa mère se vantait toujours dans le quartier de son salaire de 150 000 $. Talia a soupiré comme si elle avait complètement abandonné, ne se souciant pas de devoir me raconter cela ou non, et a tout déballé. Elle a dit qu'il n'était pas riche du tout. C'était tout un acte. Elle a dit que la pension entière de sa mère avait été prise par son frère pour des investissements. Et quand cela n'a pas suffi, il a emprunté les 30 000 $ à des usuriers. Elle a dit que l'argent qu'elle gagnait était également pris par sa mère sous prétexte de le lui épargner, mais il était en fait utilisé pour payer les intérêts du prêt de son frère. Elle a pleuré que maintenant qu'elle était au chômage, il n'y avait plus d'argent qui rentrait, et les agents de recouvrement frappaient à la porte tous les jours. Elle a également révélé que sa mère avait une cagnotte secrète cachée, mais refusait de l'utiliser pour payer la dette, disant qu'elle la gardait pour le futur mariage de son frère. Elle m'a demandé comment leur famille était censée survivre. Mon cœur a fait un bond. Donc, leur famille était lourdement endettée auprès des usuriers. Marie avait si bien joué la comédie, prétendant être riche devant moi. J'ai insisté, demandant combien d'argent sa mère avait caché dans ses économies secrètes. Et quand le prêt de son frère était dû, Talia a soudainement réalisé qu'elle en avait trop dit. Elle a rapidement couvert sa bouche, ses yeux lançant des regards paniqués. Elle a bégayé qu'elle n'avait rien dit et m'a dit d'arrêter de demander. Elle a fait un pas en arrière, me regardant avec méfiance, et a demandé si j'essayais intentionnellement de la faire parler et ce que je comptais faire. Je lui ai dit que je ne planifiais rien. J'ai éteint l'enregistreur vocal, j'ai remis mon téléphone dans ma poche et j'ai parlé calmement. Je lui ai dit que je voulais juste souligner que même avec une dette de 30 000 $ auprès d'un usurier pesant sur leur tête,
Sa mère avait encore l'énergie de venir à mon bureau répandre des rumeurs et faire une scène, et son frère avait encore le culot de me demander de le remarier et d'exiger un remboursement de mariage. J'ai demandé si tout le monde dans sa famille pensait que l'argent des autres tombait du ciel. Le visage de Talia est devenu complètement pâle, perdant toute son humilité précédente. Son ton est redevenu agressif en disant qu'elle ne m'avait dit tout cela qu'en espérant que j'aie pitié d'elle, pas pour que je me moque de sa famille. Elle a hurlé que si je n'allais pas l'aider, tant pis, mais je ne devrais pas rester là à me moquer d'elle. Me moquer d'elle, j'ai laissé échapper un rire froid. J'ai souligné que sa famille était celle qui venait à plusieurs reprises me causer des ennuis et qu'elle devrait s'estimer heureuse que je n'ai pas riposté. Je lui ai dit que les dettes qu'elle et son frère devaient étaient de leur propre fait et n'avaient rien à voir avec moi. Je lui ai dit qu'elle devait se débrouiller seule et l'ai averti de ne plus jamais me chercher, lui rappelant que nous n'avions plus aucun lien l'un avec l'autre. Sur ce, je me suis retournée et je suis partie sans jeter un autre regard à Talia. Elle a appelé mon nom par derrière, mais je n'ai pas regardé en arrière. Maintenant que je savais pour leur dette auprès des usuriers et que je l'avais enregistrée, même si les agents de recouvrement venaient me chercher ou que leur famille essayait de causer plus de problèmes, j'avais la preuve que cela n'avait rien à voir avec moi et je ne serais pas entraînée là-dedans. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai exporté l'enregistrement audio et je l'ai sauvegardé avec mes autres preuves. Puis j'ai raconté à ma mère tout ce que Talia avait dit. Ma mère a écouté et a halté de surprise. Elle n'arrivait pas à croire qu'il devait autant d'argent et que Marie cachait une cagnotte secrète au lieu de rembourser la dette de son fils. Elle a traité Marie d'incroyablement égoïste. Elle était soulagée que j'ai enregistré la conversation et m'a dit que s'ils osaient encore me déranger ou si les agents de recouvrement me trouvaient, je devrais simplement jouer l'enregistrement et leur dire d'aller chercher Marc et Marie. J'ai acquiescé. Je me suis assise sur le canapé et j'ai pris une gorgée d'eau. J'avais craint que leur famille n'essaie d'autres moyens de me causer des ennuis. Mais sachant qu'ils étaient enlisés dans des dettes auprès d'usuriers et qu'ils ne pouvaient même pas se sauver eux-mêmes, j'ai pensé qu'ils n'auraient plus l'énergie de me harceler. J'ai dit à ma mère que nous devions tout de même être prudentes. Si les agents de recouvrement ne les trouvaient pas et se présentaient à notre porte, nous présenterions l'enregistrement et les preuves et les enverrions directement chez Marie. Ma mère a hoché la tête et a soupiré. Elle a dit que cette famille était pathétique, mais qu'ils l'avaient bien cherchée. Elle a dit que s'ils n'avaient pas fait semblant d'être riches et n'avaient pas contracté de prêts douteux, ils ne seraient pas dans ce pétrin. Elle m'a dit de rester loin d'eux à partir de maintenant et de n'avoir aucun contact avec eux. J'ai marmonné mon accord, me sentant complètement en paix. Avoir la preuve de leur dette auprès des usuriers signifiait que peu importe les problèmes qui viendraient ensuite, je pourrais les gérer sans effort. Dimanche matin, ma mère et moi venions de finir de faire les courses. En nous dirigeant vers notre immeuble, j'ai vu Marc assis sur les marches de l'entrée. Il serrait un morceau de papier froissé. En nous voyant approcher, il s'est rapidement levé. Ses yeux étaient fuyants, mais il essayait d'avoir l'air dur, clairement préparé. Il m'a dit d'attendre, disant qu'il avait quelque chose à dire. Il s'est rapidement approché, nous barrant la route, et m'a tendu le morceau de papier. Il a dit que c'était le reçu du fonds commun de 15 000 $ pour l'appartement qu'il avait versé quand nous nous étions mariés. Il a dit, puisque nous étions divorcés, je devais lui rendre ces 15 000 $. J'ai fait une pause, regardant le reçu jauni dans sa main. Il était écrit, reçu de Marc Durand pour le fonds de mariage et d'appartement. 15 000 $ exactement. Il était signé par ma mère. À l'époque, ma mère avait insisté pour qu'il l'écrive juste au cas où il y aurait des litiges. J'ai laissé échapper un rire froid et j'ai demandé à Marc s'il avait perdu la tête. Je lui ai dit que ces 15 000 $ avaient été dépensés pour nos dépenses communes de mariage et d'appartement il y a longtemps. Je lui ai demandé s'il avait oublié comment cet argent avait été dépensé maintenant qu'il essayait de le réclamer. Dépenses communes. Marc a remis le reçu dans sa poche, l'air incroyablement suffisant. Il a affirmé n'avoir jamais vu cela être utilisé à cette fin et a exigé des preuves. Il m'a accusé de vouloir simplement profiter de sa famille et d'empocher l'argent. Et maintenant que nous étions divorcés, j'essayais de m'en tirer en le gardant. Ma mère ne supportait plus de l'entendre.
Elle a posé ses sacs de course par terre, a sorti un épais classeur de budget de son sac à main, l'a ouvert et l'a tendu à Marc. Elle lui a dit de regarder par lui-même. Elle a dit que c'était mon grand livre comptable, et qu'il enregistrait clairement où étaient allés ces 15 000 $. 5 000 $ avaient été utilisés pour des rénovations dans l'appartement où il vivait. 3 000 $ étaient allés à de nouveaux appareils électroménagers, et 2 000 $ avaient été donnés à ses parents en cadeau. Elle a souligné que chaque dépense avait une date et un reçu et a demandé s'il voulait voir les contrats de Home Depot et les reçus des magasins d'électroménager. Marc a pris le classeur, a baissé les yeux et l'a feuilleté, le sang lui a quitté le visage. Le classeur ne listait pas seulement l'utilisation de l'argent, mais avait également des photos de chaque reçu jointe. Les contrats des entrepreneurs, les reçus de Best Buy, et même les enregistrements de transfert Venmo des cadeaux à ses parents étaient tous là. Il a feuilleté quelques pages, ses mains ont commencé à trembler, mais il a continué à argumenter obstinément. Il a affirmé que nous avions écrit le grand livre nous-mêmes, alors qui sait si c'était réel, et a dit que les reçus pouvaient être falsifiés, donc ça ne comptait pas. Falsifiés ? J'ai pris le classeur des mains de ma mère, j'ai tourné à l'une des pages et j'ai montré l'enregistrement. Je lui ai dit que le contrat de rénovation avait le cachet officiel de l'entrepreneur, et qu'il était là quand nous l'avions signé. J'ai demandé si je devais appeler l'entrepreneur tout de suite pour qu'il puisse le confronter. J'ai souligné que les reçus des appareils avaient des codes-barres de transactions de magasins officiels et qu'ils pouvaient aller en ligne pour vérifier s'ils étaient faux. Enfin, je lui ai rappelé que le cadeau de 1 000 $ donné à sa mère avait été reçu de ses propres mains et lui ai demandé s'il voulait l'appeler et lui demander si c'était faux aussi. Marc a été complètement réduit au silence, restant là longtemps, incapable de parler. Après un moment, comme s'il se souvenait soudain de quelque chose, ses yeux se sont illuminés et il a recommencé à crier. Il a dit, même si cet argent a été utilisé pour des dépenses communes, qu'en est-il de l'argent que j'ai dépensé de lui pendant nos 2 ans de mariage ? Il a affirmé qu'il gagnait 8 000 $ par mois et m'en donnait la majeure partie. Alors, je devais aussi lui rembourser tout cela. Il m'a donné son salaire. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. J'ai sorti mon téléphone et j'ai trouvé les captures d'écran des relevés bancaires de Marc que j'avais enregistrés à l'époque où il m'avait demandé de vérifier ses finances. J'ai mis l'écran sous son nez et je lui ai dit de regarder. J'ai souligné que sur son salaire mensuel de 8 000 $, il en dépensait 3 000 pour lui-même, 3 000 autres pour acheter des sacs de créateurs et du maquillage pour sa maîtresse et 2 000 $ pour boire et manger dehors avec ses amis. Je lui ai demandé quand il m'en avait jamais donné un seul centime. Je lui ai dit que j'avais aussi les enregistrements de transfert Venmo à sa maîtresse juste là et je lui ai demandé s'il voulait que je les envoie à sa mère pour qu'elle puisse voir exactement où allait l'argent de son fils. Marc a regardé les relevés de transfert sur l'écran du téléphone, son visage devenant violet. Il a tendu la main pour saisir mon téléphone, exigeant de savoir pourquoi j'avais encore ça et me disant de les supprimer avant que sa mère ne les voie. J'ai rapidement retiré mon téléphone et fait un pas en arrière. Ma mère a également fait un pas en avant pour me protéger. Elle a dit à Marc qu'il allait trop loin. Elle a dit que lorsque je l'avais épousé, je n'avais pas voulu un sou de sa famille et que j'avais au contraire soutenu notre foyer avec mon propre argent. Elle a dit qu'il avait d'abord triché et que maintenant que nous étions divorcés, il essayait de me faire chanter pour de l'argent. Elle lui a demandé s'il n'avait absolument aucune honte. Des voisins qui passaient par là ont commencé à se rassembler, montrant du doigt et chuchotant. Quelqu'un a marmonné que ce gars était un salaud de tromper et de réclamer son argent, disant qu'il avait une peau incroyablement épaisse. Ils ont mentionné que j'étais une bonne personne et se sont demandé comment j'avais fini par épouser quelqu'un comme lui. Se sentant humilié par les commentaires des voisins, Marc est devenu désespéré. Il a tendu le bras pour me saisir le bras, essayant d'être physique. Il a crié que si je ne lui donnais pas l'argent aujourd'hui, il ne me laisserait pas partir et que ce n'était pas fini. Je l'ai rapidement esquivé, j'ai sorti mon téléphone et j'ai positionné mon pouce pour composer le 911. J'ai averti Marc de ne pas me toucher, disant que s'il continuait, j'appellerais la police et porterais plainte pour harcèlement. Je lui ai rappelé que la dernière fois que sa mère avait fait une scène à mon bureau, la police avait émis un avertissement officiel, et que s'il osait causer des problèmes maintenant, la police l'arrêterait certainement. Voyant le téléphone dans ma main,
et se souvenant de l'incident de sa mère avec la police, Marc a figé. Il a regardé les yeux jugeurs des voisins autour de lui, puis le téléphone dans ma main, et m'a finalement jeté un regard vicieux. Il a marmonné de « juste attendre » parce que ce n'était pas fini, puis s'est retourné et est parti sans regarder en arrière. J'ai regardé son dos alors qu'il partait et j'ai poussé un soupir de soulagement. Ma mère a ramassé ses sacs d'épicerie et m'a tapoté l'épaule, me disant de ne pas me mettre en colère contre quelqu'un comme lui. Elle a dit que c'était une bonne chose que nous ayons été préparés et que nous ayons gardé le classeur et les preuves, sinon, il nous aurait vraiment extorqués aujourd'hui. J'ai acquiescé. J'ai rangé mon téléphone et le classeur. J'ai dit que je pensais qu'après le divorce je pourrais juste vivre une vie tranquille, mais je n'avais jamais imaginé que sa famille serait si implacablement collante, essayant même de récupérer les fonds initiaux du mariage. J'ai dit à ma mère que nous devions garder ces preuves en sécurité afin d'avoir quelque chose à leur opposer s'ils revenaient. Quand nous sommes rentrés à la maison, ma mère a enfermé le classeur dans un tiroir et a organisé tous les contrats de rénovation et les reçus d'appareils électroménagers ensemble. Elle a dit que nous ne pouvions absolument pas les perdre parce que c'était notre bouclier. Elle m'a dit de ne pas trop m'inquiéter parce que sa famille était endettée de 30 000 $ auprès d'usuriers et que les agents de recouvrement frappaient à leur porte tous les jours, donc ils n'auraient probablement pas l'énergie de continuer à nous déranger. Elle a dit que nous devions juste nous concentrer sur notre propre vie. J'ai hoché la tête, l'esprit complètement clair. Marc et sa famille étaient un groupe de personnes égoïstes qui voulaient profiter de toute situation, et quand ils ne le pouvaient pas, ils recouraient aux crises de colère et au harcèlement. Mais je n'étais plus la personne qui l'endurerait simplement. J'avais des preuves, le soutien de ma mère, et le courage de me protéger. Peu importe combien il faisait du cinéma, je pouvais gérer cela calmement et je ne me laisserais plus jamais victimiser. Mercredi après-midi, j'avais quelques jours de congé. Ma mère m'a rappelé que j'avais encore quelques cartons de livres et de manteaux d'hiver dans l'ancien appartement où Marc et moi avions vécu avant le divorce et m'a suggéré d'aller les chercher avant qu'ils ne prennent l'humidité ou la moisissure. J'ai pensé qu'elle avait raison. Ces cartons contenaient mes manuels universitaires spécialisés, qui étaient très importants pour moi. Alors, j'ai fait une valise vide et j'ai pris un Uber pour y aller. Quand je suis arrivée à l'immeuble, j'ai levé les yeux vers la fenêtre du 3e étage. Les rideaux étaient complètement tirés. Je me souvenais clairement de les avoir laissés ouverts pour aérer l'endroit quand j'avais déménagé. Cette anomalie m'a serré la poitrine. Je me suis dirigée vers la porte et j'ai immédiatement touché la serrure, sentant un morceau de métal tordu. Le cylindre de la serrure présentait des marques de levier évidentes, comme si quelqu'un l'avait violemment tordu avec un tournevis. J'ai sorti ma clé et j'ai essayé, mais elle n'a tourné qu'à moitié avant de se coincer. La serrure était cassée, me demandant qui ferait quelque chose d'aussi malveillant. J'ai froncé les sourcils et j'ai poussé fort la porte. Elle s'est ouverte en grinçant. Dès que j'ai mis les pieds à l'intérieur, j'ai figé. Le salon semblait avoir été saccagé. Les cartons de livres que j'avais emballés étaient déchirés, et mes manuels universitaires étaient éparpillés sur le sol. Certaines couvertures portaient même des empreintes de pas sales. Mon manteau de laine était jeté sur le canapé avec une déchirure à la manche. Ce qui m'a le plus mis en colère, c'est que les tiroirs de ma table de chevet étaient complètement ouverts. Mon ancien journal intime était ouvert sur le sol, et une photo encadrée de ma mère et moi qui s'y trouvait gisait à côté avec une empreinte de chaussure nette maculée sur le verre. Mes mains tremblaient de colère. Juste au moment où j'allais sortir mon téléphone pour enregistrer les dégâts, j'ai entendu un cliquetis venant du balcon, comme si quelqu'un fouillait dans des choses. Je me suis rapidement approchée et j'ai immédiatement vu Marie accroupie sur le sol. Elle tenait ma boîte à bijoux, fourrant mes boucles d'oreilles et mes colliers dans ses poches, marmonnant pour elle-même pourquoi il n'y avait que des bijoux bon marché et disant « Je dois avoir caché de l'argent liquide ou des cartes bancaires quelque part », et elle devait continuer à chercher. Elle portait un tablier gris délavé, ses cheveux attachés à la va-vite avec un élastique, et des mèches collées à son visage. On aurait dit qu'elle était là depuis un moment. En entendant mes pas, Marie a brusquement tourné la tête. Quand elle m'a vue, la boîte à bijoux lui a glissé des mains et s'est écrasée sur le sol, éparpillant des boucles d'oreilles partout. Elle s'est rapidement levée, s'est essuyé les mains sur son tablier et a essayé de faire comme si de rien n'était.
Elle a bégayé, demandant pourquoi j'étais là, affirmant qu'elle était juste là pour m'aider à faire mes valises. Elle a dit que j'étais partie si vite qu'elle craignait que je ne perde des choses, alors elle était venue jeter un œil et aider à organiser. M'aider à faire mes valises. J'ai laissé échapper un rire froid, j'ai sorti mon téléphone et je suis passée en mode enregistrement vidéo. J'ai pointé la caméra vers la pièce saccagée et ses mains couvertes de poussière. Je lui ai demandé si casser ma serrure, jeter mes affaires partout, marcher sur mes photos et voler mes bijoux était ce qu'elle appelait m'aider à faire mes valises. Je lui ai demandé si elle cherchait toujours des preuves que je transférais des biens. Marie, prise en flagrant délit, est devenue violette. Elle a tendu la main pour saisir mon téléphone, me disant de ne pas l'enregistrer. Elle a affirmé qu'elle était juste venue chercher les affaires de son fils, disant que c'était l'appartement où son fils vivait avant, et a demandé ce qu'il y avait de mal à ce qu'elle vienne jeter un œil. Je lui ai dit que c'était l'appartement que Marc et moi avions loué après notre mariage. Je lui ai rappelé que lorsque nous avions divorcé, j'avais déjà réglé le bail avec le propriétaire et remis les clés, donc cet endroit n'avait absolument plus rien à voir avec leur famille. J'ai fait un demi-pas en arrière, évitant sa main, et j'ai composé le 911. Je lui ai dit que forcer une serrure pour entrer illégalement dans mon appartement, détruire intentionnellement ma propriété et voler mes biens était un crime. Je lui ai dit que la police serait bientôt là, et qu'elle pourrait leur expliquer à la place. Marie a paniqué, se jetant en avant pour essayer de m'arrêter, criant de ne pas appeler la police, mais elle a trébuché sur les livres par terre et est tombée lourdement, son genou s'écrasant contre le coin d'une étagère. Elle a grimacé de douleur. Je l'ai ignorée et j'ai clairement indiqué l'adresse et la situation à l'opérateur du 911. J'ai dit que quelqu'un avait forcé ma serrure, s'était introduit dans mon appartement et détruisait mes biens personnels, leur demandant d'envoyer des agents pour gérer cela immédiatement. Après avoir raccroché, Marie s'est assise par terre, se frottant le genou et pleurant. Elle m'a dit qu'elle savait qu'elle avait tort, qu'elle agissait simplement par désespoir pour trouver les 15 000 $ du fonds de mariage, et m'a supplié de ne pas laisser les flics l'arrêter. Elle a promis de tout nettoyer. Maintenant, elle savait qu'elle avait tort. J'ai tenu mon téléphone, l'enregistrant assise par terre. Je lui ai demandé pourquoi elle ne pensait pas que c'était mal quand elle cassait la serrure ou quand elle lisait mon journal intime et marchait sur mes photos. Je lui ai dit qu'il était trop tard. Environ 10 minutes plus tard, 2 policiers sont arrivés. Voyant l'appartement saccagé et la serrure cassée, l'officier principal a froncé les sourcils. Il m'a fait d'abord expliquer la situation, puis s'est tourné vers Marie. Il lui a demandé si elle admettait l'avoir cassé la serrure pour entrer et détruire la propriété. Marie a essayé de s'en sortir en affirmant qu'elle était mon ancienne belle-mère et qu'elle venait juste chercher les affaires de son fils, donc ce n'était pas une effraction. L'officier l'a interrompu sévèrement. Il lui a dit que même une ancienne belle-mère ne pouvait pas casser une serrure et entrer dans l'appartement de quelqu'un d'autre sans permission. Il a tapoté sa caméra corporelle et l'a informé qu'en vertu des lois locales, il s'agissait d'une intrusion et de destruction de propriété. Il lui a ordonné de payer le remplacement de la serrure et des objets endommagés et lui a délivré une amende de 200 $ sur le champ. Il l'a averti que si elle ne coopérait pas, elle serait arrêtée et emmenée en prison immédiatement. En entendant le mot « prison », Marie s'est instantanément dégonflée. Elle a cessé de pleurer, a sorti son téléphone avec une grande réticence et m'a viré 500 $ via Venmo, 300 $ pour le serrurier et 200 $ pour les livres et le manteau abîmé. Elle a également accepté l'amende de 200 $. Les agents ont pris ces informations et l'ont averti que si elle commettait à nouveau quelque chose d'illégal comme ça, ils ne seraient pas indulgents. Marie a gardé la tête baissée, marmonnant son accord, l'air de vouloir que le sol l'engloutisse. Après le départ de la police, Marie a attrapé son sac et est partie en hâte sans me dire un mot. Elle n'a même pas osé ramasser les bijoux qu'elle avait laissés tomber. J'ai regardé le désordre, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à faire mes valises. J'ai ramassé les livres un par un, les ai essuyés, j'ai secoué la poussière de mon manteau, j'ai plié mon journal intime et j'ai soigneusement tout mis dans ma valise. Peu de temps après, ma mère est arrivée. En voyant la scène, elle a tapé du pied de colère. Elle a dit que Marie devenait incontrôlable, allant même jusqu'à l'effraction et le vol.
Elle était contente que j'aie appelé la police immédiatement, pour que Marie ne s'en tire pas. J'ai descendu la valise remplie jusqu'à la voiture et j'ai dit à ma mère que nous ne reviendrions plus jamais ici. J'ai dit que tout était emballé. Nous coupions les ponts complètement, et peu importe les stratagèmes qu'ils essaieraient ensuite, je ne céderai plus jamais. Ma mère a hoché la tête, m'aidant à soulever la valise dans le coffre. Elle a acquiescé, disant que nous ne cherchions pas les ennuis, mais que nous n'en avions pas peur non plus, et que s'ils essayaient de me harceler, nous utiliserions la loi pour nous protéger. Assise dans la voiture sur le chemin du retour, regardant les rues de la ville défiler par la fenêtre, je me suis sentie entièrement en paix. Après cet incident, Marie n'oserait probablement plus me harceler aussi facilement. Je pensais auparavant leur laisser une certaine dignité, mais maintenant je comprenais que faire preuve de miséricorde envers des personnes sans scrupules, c'est être cruel envers soi-même. Ce n'est qu'en adoptant une position ferme et en utilisant les preuves et la loi pour me protéger que je pourrais vraiment me libérer de leur harcèlement. Quand je suis sortie du travail vendredi, le ciel était couvert, il allait pleuvoir. Alors que je me dirigeais vers la zone de prise en charge des VTC devant mon bureau, une silhouette familière s'est précipitée de derrière un arbre voisin et m'a barré la route. C'était Talia. Elle portait une veste en jean délavé aux manches effilochées et son jean était éclaboussé de boue. Elle serrait une pile de CV froissés, les coins complètement pliés. Avant même que je ne puisse réagir, elle m'a attrapé le bras, ses ongles me rentrant presque dans la peau. Sa voix était stridente et perçante alors qu'elle exigeait de savoir si c'était moi qui tirais les ficelles. Elle a dit qu'elle avait passé des entretiens dans plus de 20 entreprises et que toutes l'avaient rejetée. Elle m'a accusé d'avoir appelé ces entreprises et de leur avoir dit de ne pas l'embaucher, me traitant de totalement vicieuse. J'ai retiré mon bras avec force, j'ai reculé de 2 pas et j'ai frotté mon bras endolori, fronçant les sourcils. Je lui ai dit d'être raisonnable. Je lui ai demandé pourquoi elle pensait que j'aurais le pouvoir de dire à des entreprises au hasard de ne pas l'embaucher alors que je n'avais aucun lien avec elle. Je lui ai dit qu'elle devrait se regarder pour comprendre pourquoi elle échouait aux entretiens au lieu de blâmer tout le monde. Se regarder. Talia a agi comme si elle venait d'entendre la blague la plus drôle du monde. Elle a pointé son propre nez et a crié qu'elle gagnait 150 000 $ par an, donc il n'y avait aucune chance que ses compétences soient le problème. Elle a insisté sur le fait que c'était moi qui la sabotais parce que je lui en voulais de s'être moqué de moi. Elle a dit que ma famille avait des relations et a supposé que mon oncle Robert devait l'avoir parlé à ces entreprises, sinon elle ne lui aurait même pas refusé un entretien. Quand elle a mentionné mon oncle Robert, mon cœur a fait un bond. Je ne lui avais absolument pas parlé de la position de mon oncle. Comment le savait-elle? Puis j'ai réalisé que Marie devait l'avoir deviné et le lui avait dit. Je n'ai ni confirmé ni infirmé. J'ai juste laissé échapper un rire froid et je lui ai dit que même si ma famille avait des relations, je ne perdrais pas mon temps à m'en prendre à quelqu'un qui cherchait juste un emploi. Je lui ai dit qu'elle était rejetée à cause de ses propres problèmes et que cela n'avait rien à voir avec moi. Ses propres problèmes, a-t-elle hurlé, demandant quels problèmes elle pouvait bien avoir. Elle a jeté ses CV par terre avec colère, les papiers s'éparpillant partout. Elle a affirmé qu'elle avait parfaitement réussi tous les entretiens, et que les responsables du recrutement semblaient contents, mais ils finissaient toujours par dire qu'elle ne correspondait pas. Elle a exigé de savoir qui d'autre que moi pouvait la saboter. À ce moment-là, quelques collègues qui quittaient le travail sont passés, ont remarqué le remue-ménage et se sont arrêtés pour regarder. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert une conversation textuelle avec une amie qui m'avait aidé à faire des vérifications d'antécédents auparavant. J'ai mis l'écran devant le visage de Talia et je lui ai dit de lire. J'ai expliqué que mon amie Emma était directrice des ressources humaines dans une entreprise de technologie où elle avait passé un entretien la semaine dernière. J'ai dit à Talia qu'Emma avait dit qu'au moment où elle était entrée dans l'entretien, elle s'était vantée de son ancien salaire à 6 chiffres et avait qualifié leur poste de débutant de tremplin temporaire, se plaignant que l'entreprise était trop petite. Lorsque l'intervieweur l'avait interrogée sur les détails de son travail précédent, elle n'avait pas pu répondre et s'était contentée de balayer cela comme des détails triviaux qu'elle n'avait pas besoin de se souvenir. J'ai demandé à Talia quelle entreprise embaucherait jamais quelqu'un avec une telle attitude et un tel manque de professionnalisme. Talia s'est penchée pour regarder l'écran, son visage est instantanément devenu blanc comme un linge, mais elle a quand même essayé de faire la dure.
Elle a bégayé qu'elle n'avait jamais dit ces choses et a accusé mon ami de mentir. Mentir? J'ai ouvert une autre conversation textuelle. Celle-ci venait d'une ancienne collègue de Talia dans son ancienne entreprise. J'ai dit à Talia que son ancienne collègue avait confirmé que la moitié de son salaire de 150 000 $ avait été gagnée en falsifiant des métriques et en exploitant les lacunes de remboursement de l'entreprise et qu'elle avait même été réprimandée par la direction pour cela l'année dernière. J'ai souligné que la plupart des entreprises font maintenant des vérifications d'antécédents et que quiconque se pencherait sur son passé le découvrirait instantanément, alors bien sûr, il ne l'embaucherait pas. Les collègues qui regardaient ont commencé à chuchoter entre eux. Ils ont murmuré que c'était logique qu'elle soit rejetée avec une telle attitude et ont été choqués qu'elle se vante d'un salaire élevé alors que ses métriques étaient complètement fausses. Ils ont trouvé cela ridicule. Le visage de Talia est passé du blanc pâle au rouge vif, puis à un violet maladif. Elle a regardé les yeux jugeurs des collègues autour d'elle, puis mon téléphone et s'est soudainement accroupie sur le trottoir, enfouissant sa tête dans ses mains et sanglotant. Elle a gémi, demandant ce qu'elle était censée faire parce qu'elle ne trouvait pas de travail, ne pouvait pas payer son loyer, et sa mère la harcelait pour qu'elle rembourse les usuriers. En la regardant ainsi, je n'ai pas ressenti une seule goutte de pitié quand elle se moquait de moi avec arrogance. Elle n'avait jamais envisagé qu'un jour comme celui-ci viendrait. Je me suis penchée, j'ai ramassé les CV éparpillés et je les lui ai rendus. Ma voix était calme, mais elle contenait un tranchant de glace. Je lui ai dit qu'elle était rejetée non pas à cause de moi ou de quelque relation, mais parce qu'elle était arrogante, manquait de compétences réelles et avait commis une fraude d'entreprise. Je lui ai dit que si elle voulait trouver un emploi, elle devait corriger son attitude et faire face à ses propres défauts au lieu de constamment blâmer les autres. Sur ce, je ne l'ai plus regardée. Je me suis retournée et j'ai hélé un taxi. Avant d'y monter, j'ai jeté un coup d'œil à Talia, toujours en train de pleurer sur le trottoir. Les collègues s'étaient tous dispersés, ne laissant que le vent emporter les feuilles mortes autour d'elle, la rendant incroyablement pathétique. Assise dans le taxi, regardant la ville défiler par la fenêtre, je me suis enfin sentie complètement soulagée. J'avais craint que Talia ne continue à me harceler, mais il était clair qu'elle ne pouvait même plus se sauver elle-même. Mais je savais aussi que ses problèmes n'étaient pas terminés. Sa famille devait toujours 30 000 $ à des usuriers, et les agents de recouvrement frapperaient à leur porte tôt ou tard. Quand cela arriverait, ils auraient un véritable cauchemar à affronter. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai raconté à ma mère ce qui s'était passé. Ma mère a hoché la tête et a dit que Talia l'avait bien cherché. Elle a dit que si Talia avait fait un travail honnête au lieu d'être si arrogante, elle ne serait pas dans cette situation. Elle m'a dit que nous devions juste nous concentrer sur nous-mêmes et nous assurer que leur désordre ne nous affectait pas. J'ai acquiescé, résolu en silence que peu importe les problèmes que Talia ou Marie rencontreraient à partir de maintenant, je n'aurais plus jamais pitié d'elles. Faire preuve de miséricorde envers des personnes sans scrupules, c'était être cruel envers soi-même. Ce n'est qu'en traçant une ligne dure que je pourrais vivre ma propre vie en paix. Dimanche matin, ma mère et moi venions de finir de préparer les légumes pour faire un pot-au-feu dominical. Soudain, j'ai entendu un violent coup frapper à la porte d'entrée. Le cognement était si fort qu'il a secoué la couronne décorative accrochée à l'extérieur. Ma mère s'est essuyé les mains, s'est dirigée vers la porte et a demandé qui c'était et pourquoi il frappait si agressivement. Il n'y a eu aucune réponse, juste des coups plus forts, plus urgents. Mon cœur a fait un bond, un mauvais pressentiment m'a envahi. J'ai rapidement séché mes mains, je me suis approchée et j'ai regardé par le Judas. Dehors se tenaient 3 hommes. Ils portaient tous des vestes en cuir noir, semblaient très musclés, et l'un d'eux tenait un morceau de papier plié qui ressemblait à un engagement de reconnaissance de dette. Leur visage était sombre, et ils avaient l'air extrêmement dangereux. J'ai dit à ma mère de reculer et d'ouvrir la porte moi-même, essayant de garder ma voix stable. Je leur ai demandé qui ils cherchaient et ce qu'ils voulaient. Le grand homme à l'avant a fait un pas en avant, ses yeux scrutant mon visage. Il a secoué le morceau de papier dans sa main et a demandé si j'étais Sophie Dubois. Il a dit qu'il cherchait Marc Durand. Il a expliqué que Marc leur devait 30 000 $. Le prêt était en retard de presque 1 mois et il se cachait. Il a dit qu'il s'était renseigné, avait découvert qu'il vivait ici avec moi auparavant, et était venu voir s'il était là.
Comme je le soupçonnais, les usuriers de Marc. Je m'y étais mentalement préparé, donc je n'ai pas paniqué. Je me suis tenu de côté dans l'embrasure de la porte, les empêchant d'entrer. Je leur ai dit que Marc et moi étions divorcés depuis près de 2 mois, et que je n'avais aucune idée de l'endroit où ils vivaient maintenant. Je leur ai dit que s'ils voulaient leur argent, ils devaient trouver son adresse actuelle ou le contacter directement parce que venir me voir était inutile. Divorcé ? Le grand homme a froncé les sourcils. Un homme plus petit à côté de lui a dit avec impatience qu'il ne se souciait pas si nous étions divorcés. Il a dit qu'il cherchait Marc depuis 1 mois, qu'ils avaient vérifié sa ville natale et les lieux de ses amis, et personne ne savait où il était. Il a dit que puisque j'étais son ex-femme, je savais certainement où il se cachait et m'a dit d'arrêter de faire l'idiote. Ma mère devenait nerveuse derrière moi et m'a tiré la manche. Je lui ai tapoté la main pour lui dire de ne pas s'inquiéter, puis j'ai regardé le plus petit homme dans les yeux et j'ai parlé fermement. Je lui ai dit que je n'avais vraiment aucune idée de l'endroit où il était, car nous n'avions pas parlé depuis le divorce. J'ai mentionné qu'il avait récemment essayé de me faire chanter pour récupérer nos anciens fonds de mariage. Sa mère avait cassé ma serrure et les choses étaient incroyablement hostiles entre nous. Je lui ai demandé pourquoi je saurais où il se cachait. Le grand homme m'a fixé pendant quelques secondes comme s'il essayait de juger si je mentais. Puis il a dit qu'ils avaient le contrat de prêt avec la signature de Marc et une copie de son permis de conduire. Il a dit que le principal était de 30 000 plus de 5 000 d'intérêt, ce qui faisait plus de 35 000 $ au total. Il a dit que si Marc continuait à se cacher, il le traduirait en justice, gèlerait ses avoirs et s'en prendrait même à la maison de ses parents. Je me suis souvenu de ce que Talia m'avait dit à propos de Marie cachant une cagnotte secrète au lieu de payer la dette et de Marc ayant trop peur de rentrer à la maison. J'ai eu une idée. J'ai poussé un lourd soupir et je leur ai dit que j'avais en fait entendu Talia mentionner que Marc avait contracté le prêt à cause de mauvais investissements. Je leur ai aussi dit. Talia avait dit que sa mère, Marie, était assise sur des dizaines de milliers de dollars d'économies secrètes, mais refusait de l'utiliser pour rembourser la dette. J'ai suggéré que s'il ne trouvait pas Marc, il devrait aller vérifier l'appartement actuel de sa mère au complexe Oakwood, bâtiment 3, unité 101. Je leur ai dit qu'elle savait probablement où il était, ou au moins pourrait débourser de l'argent pour payer une partie de la dette. Je leur ai délibérément donné l'adresse exacte du nouveau logement de Marie. C'était un ancien complexe d'appartements que Marc avait loué après le divorce, que Talia m'avait accidentellement mentionné auparavant. C'était le moment idéal pour le donner à ses agents de recouvrement afin qu'ils trouvent les bonnes personnes et arrêtent de me déranger. Les yeux du grand homme se sont illuminés et il a immédiatement sorti son téléphone pour taper l'adresse. Il a demandé si je disais la vérité et si sa mère y vivait vraiment. J'ai hoché la tête et confirmé que c'était vrai, mais j'ai ajouté un conseil. Je leur ai dit de ne pas être trop agressif quand ils la trouveraient parce qu'elle était plus âgée et si elle faisait une crise cardiaque, ce serait un désordre pour tout le monde. J'ai suggéré qu'ils lui disent simplement de soit remettre ses économies pour payer la dette, soit donner l'emplacement de Marc. Sinon, il la traduirait en justice et en ferait un cauchemar légal pour toute leur famille. L'homme plus petit a ricané et a dit que tant qu'ils pouvaient trouver quelqu'un et obtenir leur argent, ils ne causeraient pas de problèmes inutiles. Il a ajouté que si sa mère essayait aussi de se cacher, ils iraient directement à l'association des propriétaires ou appelleraient la police pour que la police retrouve Marc. Le grand homme a confirmé l'adresse de Marie avec moi une dernière fois. Il a également noté mon numéro de téléphone, me demandant de les appeler si Marc me contactait un jour. Puis lui et les 2 autres hommes sont partis. Après avoir fermé la porte, ma mère a poussé un grand soupir de soulagement, en se tapotant la poitrine. Elle a dit qu'il l'avait terrifiée et qu'elle pensait qu'ils allaient forcer l'entrée. Elle a demandé comment je connaissais la nouvelle adresse de Marie et si je craignais que Marie ne s'en prenne à moi pour leur avoir donné l'information. Je suis retournée à la cuisine pour finir de préparer la nourriture et je lui ai dit que Marie ne pourrait pas s'en prendre à moi. Maintenant que sa famille était endettée, ils étaient en tort. Même si Marie essayait de me confronter, j'avais le dessus. C'est son fils qui devait l'argent. J'ai juste donné son adresse à ses créanciers. Je n'avais rien fait de mal. De plus, j'ai dit à ma mère qu'une fois que les créanciers l'auraient trouvé, elle devrait soit vider ses économies secrètes, soit donner l'emplacement de Marc.
Dans les deux cas, c'était mieux que de se cacher pour toujours, et cela nous tenait loin des usuriers. Ma mère a hoché la tête, souriante. Elle m'a félicité d'avoir bien réfléchi. Elle a dit qu'avec les agents de recouvrement à leur trousse, Marie et sa famille n'auraient plus le temps ni l'énergie de me harceler. Ils seraient trop occupés à se sauver eux-mêmes. J'ai senti un poids énorme se soulever de mes épaules. J'avais craint que les usuriers ne s'en prennent à moi par erreur. Mais maintenant que je les avais dirigés directement vers Marie, j'étais complètement libérée de ce désordre. Marc et Marie m'avaient harcelé pendant si longtemps. Maintenant, être pourchassé par des agents de recouvrement était exactement ce qu'ils méritaient, et cela n'avait absolument plus rien à voir avec moi. Pendant notre dîner du dimanche, ma mère a soudainement pris la parole. Elle a dit qu'elle était sur le balcon plus tôt et qu'elle avait vu ces trois hommes se diriger vers le complexe Oakwood. Elle a ri, disant que Marie allait être très occupée maintenant, et s'est demandé si elle aurait encore l'énergie de répandre des rumeurs et de faire des crises partout. J'ai pris une bouchée du pot-au-feu et j'ai souri. Je lui ai dit que c'était le chemin qu'ils avaient choisi pour eux-mêmes. S'ils n'avaient pas contracté de prêts douteux et n'avaient pas fait semblant d'être riches, ils ne seraient pas dans cette situation. J'ai dit que nous devions juste nous concentrer sur notre propre vie et ignorer tout ce qui leur arrivait. Ma mère a fredonné son accord et m'a mis un autre morceau de bœuf dans mon assiette. Elle a dit, exactement. Vivre notre propre vie heureuse, c'est tout ce qui comptait.